Ce n'est pas la première fois que Dimitri Medvedev parle d'Armageddon et de la Troisième Guerre mondiale. C'est pas non plus la première fois que Poutine parle de la Troisième Guerre mondiale. À noter au passage que la Russie a changé sa doctrine nucléaire. Si la France et l'Angleterre et l'Allemagne décident d'aller plus loin dans cette confrontation, bah, il y a toute une possibilité pour que la guerre prenne une autre dimension et que nous soyons directement visés. Bonjour Régis, Bonjour. on se retrouve donc pour une émission d'actualité portant sur le conflit russo-ukrainien. De nouveau, un second cycle de négociations entre Kiev et Moscou doit s'ouvrir ce lundi 2 juin à Istanbul, sous l'égide de la Turquie. Le premier round de pourparlers s'était soldé par un échec et l'Ukraine reste sceptique sur les intentions réelles de la Russie. Face à ces incertitudes, Emmanuel Macron, en déplacement à Singapour, a appelé à renforcer les sanctions si Moscou rejette la paix. Le président français affirme que la réaction américaine face à un éventuel refus russe de cessez-le-feu est un test de crédibilité pour les États-Unis. Comment interprétez-vous cette déclaration ? La déclaration d'Emmanuel Macron me paraît un petit peu, enfin même assez nettement symptomatique de ce qui se passe dans la tête des Européens. C'est un peu l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il y a eu véritablement un changement par rapport à l'époque Biden, et on considère, puisque premier réflexe d'Emmanuel Macron est de parler de sanctions contre la Russie, que des sanctions après quelques 15 ou 16 paquets de sanctions successives pourraient avoir cette fois-ci un impact qui ferait bouger Vladimir Poutine ou qui l'amènerait à arrêter cette guerre. Ça fait partie, moi je pense, d'un état d'esprit qui est piloté par un logiciel ancien, qui est le logiciel où les États-Unis avaient le lead, où les États-Unis, vis-à-vis de la guerre en Ukraine, étaient le principal fournisseur d'armement, de renseignements, le principal pilier de l'action des Ukrainiens. Ils le sont toujours. Faut pas oublier ça. Sur le terrain, c'est toujours les États-Unis qui ont le gros du morceau de l'aide à l'Ukraine, même si l'Europe entend aujourd'hui augmenter cette aide. Donc de dire comme ça, oui, à nouveau, des nouvelles sanctions, ça va faire bouger Vladimir Poutine. Pour moi, c'est illusoire. C'est certainement pas ça qui va changer les choses. Alors, ce qu'on peut considérer déjà, c'est que les Russes ont appelé à la poursuite de ce format Istanbul décidé par Poutine. D'ailleurs, c'est Vladimir Poutine en réponse à un ultimatum de cessez-le-feu, vous savez, qui avait été appliqué, enfin qui avait été décrété par quatre puissances européennes avec Volodymyr Zelensky lors d'un déplacement à Kiev. Il s'agissait donc de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne avec le nouveau chancelier Friedrich Merz et également de Donald Tusk, de la Pologne avec Donald Tusk. Donc ils avaient donné à Vladimir Poutine comme une sorte d'ultimatum. Et Vladimir Poutine a dit jamais nous n'accepterons sous la pression. En revanche, nous acceptons de négocier. Et nous négocierons à Istanbul. Rendez-vous, c'était le 15 mai dernier, rendez-vous de jeudi 15 mai dernier, avait dit Vladimir Poutine. Tout à coup, on s'est dit, là, les Russes sont prêts à négocier. Donald Trump a dit aux Ukrainiens, vous feriez bien de reprendre la balle au bond et d'aller à Istanbul. Volodymyr Zelensky a dit, j'irai en Turquie, sans préciser s'il allait à Istanbul et ni à Ankara. Finalement, il est allé à Ankara et pas à Istanbul. Mais Donald Trump avait laissé flotter l'idée qu'il se rendrait peut-être lui-même. Et donc, on s'était dit, Vladimir Poutine va peut-être venir. Et là, ils vont négocier tous les trois. Et enfin, on va arriver à des avancées. En réalité, il n'y a rien qui s'est passé à Istanbul, ou si peu, c'est-à-dire que pour la première fois, et c'est notoire, je l'ai déjà dit dans une de ces émissions, Ukrainiens et Russes se sont parlé directement, face à face. Ils ne l'avaient pas fait, c'est à noter, depuis avril 2022, depuis la fin des négociations qui avaient été menées à l'époque à Antalya. Et à cette époque, on se souvient de l'intervention de Boris Johnson qui, au nom de l'Europe globalement, puisqu'il faut appeler un chat, avait fait capoter
une possibilité d'un accord de paix. Là, en l'occurrence, il y a eu quand même ces discussions à Istanbul ont duré moins de 2 heures, mais il y a eu quand même une avancée significative, un échange de prisonniers, le plus important depuis le début de la guerre. On l'oublie un petit peu, 1 000 prisonniers échangés de part et d'autre, et ensuite la promesse de remettre un mémorandum à la partie adverse, comprenant justement la proposition clairement écrite des conditions pour la paix. Ce que proposent les Russes cette fois-ci, c'est de recommencer cette opération, mais de fournir cette fois-ci le mémorandum. Les Ukrainiens disent OK, mais donnez-nous le mémorandum. Là, vous avez 4 jours entre maintenant et lundi. Donnez-nous le mémorandum. Comme ça, nous verrons si c'est nécessaire de faire cette réunion et si elle n'est pas vaine. Pour le moment, il n'y a pas de réponse des Russes de ce côté-là, mais on sent bien quand même que de part et d'autre, bah, il y a voilà, des bases de négociation avec des propositions. Certaines sont inacceptables pour l'Ukraine, certaines sont inacceptables pour la Russie, mais progressivement, on arrive à un, comment on va dire, une sorte de dialogue qui s'établit direct entre Ukraine et en sachant que les États-Unis ne sont pas loin, la Turquie est là, d'autres acteurs qui jouent des rôles de médiation sont aussi présents dans ce conflit, mais l'Europe n'est pas là. Et c'est bien le problème qui est posé, puisque au début de la semaine, Volodymyr Zelensky avait proposé de faire un format avait appelé Poutine et Trump à le rejoindre et qu'ils discutent tous les trois. Volodymyr Zelensky lui-même n'a pas parlé de l'Europe. Donc on sent bien que l'Europe est annexe. Et en revanche, cette même Europe, eh bien, elle continue à donner des signes, on va dire, d'ardeur guerrière dans le conflit ukrainien, soit parce qu'elle est frustrée de ne pas être véritablement à la table des négociations, soit parce qu'elle a peur pour son avenir, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer, c'est que beaucoup de négociations sont conduites dans le monde, que ce soit sur Gaza, que ce soit sur le nucléaire iranien, que ce soit sur les Houthis, par exemple, sans que l'Europe ait son mot à dire, alors qu'elle est quelque part concernée. Et donc, la vraie question, c'est l'Europe est-elle en train de sortir de l'histoire ou de devenir, ou chacun de ses composantes, chacune de ses composantes, est-il en train de devenir un acteur secondaire, finalement, des relations internationales? Le centre de la diplomatie, je vous le répète, c'est Istanbul, comment Riyad, enfin Jeddah, l'Arabie Saoudite et le Sultanat d'Oman. Ce n'est plus les traités qu'on signait à Paris ou dans les capitales européennes, ça c'est fini. Donc pour le moment, on en est là avec donc cette ardeur guerrière, c'est-à-dire l'Europe décide de choses et la chose la plus significative qui a été annoncée, c'est le chancelier allemand Friedrich Merz qui est tout à coup sorti on va dire, d'une prudence vis-à-vis du conflit ukrainien dont faisait preuve son prédécesseur Olaf Scholz, c'est-à-dire là, il a dit clairement à une télévision allemande, il n'y a plus de limite à la livraison de missiles de longue portée pour frapper la Russie à l'Ukraine. Tonnerre comment à Moscou, qu'est-ce que ça signifie? On menace l'Allemagne en disant si vous nous ciblez avec vos missiles Taurus, même si Friedrich Merz n'a pas vraiment explicitement parlé de missiles Taurus, mais dans le même temps, Volodymyr Zelensky était à Berlin et ils ont annoncé le projet de construire une usine commune de fabrication de missiles à longue portée sur le territoire ukrainien. Donc l'Allemagne s'est avancée, l'Allemagne a montré en gros qu'elle est aujourd'hui dans une position où elle se redresse militairement. Friedrich Merz a annoncé qu'ils allaient construire une énorme armée. Les termes ont un peu inquiété. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'Allemagne sort de sa neutralité, l'Allemagne sort de ce paradigme post-Seconde Guerre mondiale, comme quoi, dès qu'il y a intervention, l'Allemagne n'y va pas parce que ça rappelle des souvenirs, etc. Donc, du côté russe, évidemment, tout le week-end, on s'en est donné à cœur joie. Les députés de la Douma expliquant qu'ils allaient frapper l'Allemagne. Sergei Lavrov annonçant que si que l'Allemagne avait un peu oublié que la dernière fois qu'elle s'était avancée de contrer la Russie, eh bien, ça s'était très mal passé. Donc, allusion évidemment à la Seconde Guerre mondiale. Donc, on est dans une situation où effectivement l'Allemagne semble montrer les muscles et du coup, quelque part, pour revenir à votre question sur le président français, bah, le président français, il est un petit peu à l'écart, encore plus. Là, on parle de l'Allemagne, on parle de son réarmement, on se dit oui, l'Allemagne c'est sérieux parce que c'est la principale économie en Europe, c'est la principale puissance financière. Donc là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et la France, bah,
ben, comment peut-elle exister? Et quand on sait qu'Emmanuel Macron a tout fait depuis quelques mois, puisqu'il n'a plus que le régalien, hein, il n'a plus que l'armée, la diplomatie et la politique étrangère de la France. Ce n'est plus lui qui gouverne. Donc là, il a tout fait pour se positionner en leader de l'Europe. Et là, il voit qu'avec Olaf Scholz, pas, pardon, avec Friedrich Merz, il a un concurrent sérieux. Il y avait déjà Giorgia Meloni, qui elle aussi était une concurrente sérieuse parce elle est allée négocier à Washington avec Donald Trump les tarifs presque au nom des Européens, pas officiellement, mais en tout cas, c'est elle qui est allée. Et donc, on sent bien que la France, Bruxelles, sont un peu mis à l'écart dans cette histoire et que certains pays essayent de profiter de la situation pour jouer leurs cartes, jouer leur partition. Et je pense qu'il y a un petit peu d'énervement et d'agacement face à cette situation chez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, justement, affirme que les Européens sont prêts. Mais prêts à quoi? À sanctionner seule la Russie ou à envoyer davantage d'aide militaire? Sur la question des sanctions européennes, on sait que ce sont ces sanctions-là qui font le plus de mal à la Russie. Si les États-Unis refont des sanctions à la Russie, ça ne va pas, on va dire, ça ne va pas les affecter autant que les sanctions européennes. Mais en même temps, comme je le disais au début, de nouvelles sanctions, c'est quoi? Ça veut dire on va sanctionner, on va empêcher comment la Russie d'accéder, on va essayer de tenter de l'isoler. On sait très bien que ça n'a jamais marché. On sait très bien que la prophétie de Bruno Le Maire de mettre l'économie russe à genoux ne s'est pas produite et que l'économie russe aujourd'hui déploie des scores insolents de 4% de croissance qui est une croissance supérieure à celle par exemple de l'Union européenne. Donc en fait, c'est raté. Ce qu'on a tenté après l'agression russe de l'Ukraine en 2022 de faire, c'est-à-dire d'isoler la Russie, on n'y est pas parvenu et aujourd'hui la Russie a trouvé d'autres partenaires. Elle s'est rapprochée de la Chine. Alors, on peut ergoter, parler des heures là-dessus, mais c'est une réalité. Et on n'a pas, et les États-Unis aimeraient bien dissocier les deux, mais en l'occurrence, Chine et Russie font montre dès qu'ils le peuvent de leur unité. Donc là, voilà, on a poussé en gros la Russie dans les bras de la Chine et dans les bras d'autres acteurs économiques, des BRICS. L'Inde, par exemple, qui écoule énormément de pétrole russe, a plutôt bon marché et qui le revend aux Européens beaucoup plus cher. Donc ça, c'est aussi une des conséquences de la tentative d'isolement de la Russie. Donc ces sanctions ne marchent pas. Donc dire encore une fois, l'Europe va, attention, on va menacer, c'est, je vous dis, se référer au logiciel d'avant. C'est se référer au logiciel où les États-Unis étaient avec nous. Les États-Unis ne sont pas avec nous. Si on l'a pas compris, je ne sais pas comment il faut l'expliquer. Les États-Unis montrent leur vrai visage. Ils n'ont jamais été véritablement avec nous, mais le conflit en Ukraine pouvait laisser croire que ce leadership américain qui avait pour objectif justement de diminuer, d'affaiblir la Russie et qui a échoué. Le problème, c'est que nous avons du mal à changer d'époque. Les États-Unis, dès que quelque chose ne marche pas, eux, ils se désengagent. Ça, ils l'ont fait plusieurs fois. Ils l'ont fait en Afghanistan, ils l'ont fait au Vietnam, ils l'ont fait dans plein d'endroits. Quand la solution proposée ne marche pas, les États-Unis partent. Nous, on continue à faire comme si c'était avant et on continue à faire comme si on avait voix au chapitre exactement comme il y a 10 ans, 20 ans, et que l'Europe et l'Occident avaient une voix prééminente, une voix qui portait dans le monde. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les relations internationales sont devenues très multipolaires, qu'on le veuille ou non. C'est une situation à laquelle nous devons faire face, dans laquelle nous devons nous inscrire, mais il faudra qu'on fasse cet effort d'humilité peut-être. Et le problème de l'humilité, c'est que c'est un mot qu'Emmanuel Macron ne connaît pas ou connaît très peu. Il imagine qu'il peut porter, que sa voix porte. En réalité, elle porte assez peu. Il faudrait que la France dresse un constat assez, on va dire, honnête sur sa place dans le monde. Mais c'est pas Emmanuel Macron qui va le faire parce que là, je vous dis, on est dans le logiciel d'avant. On n'a pas compris ce qui s'est passé. On n'a pas compris la tectonique des plaques qui s'est déployée avec la guerre en Ukraine et comment le monde est en train, sous nos yeux, de se recomposer. Est-ce que c'est justement pour cela qu'Emmanuel Macron parle de ce test de crédibilité? Est-ce qu'on pourrait qualifier ça de provocation envers Trump par rapport à la position de la France et de l'Europe dans le conflit? À chaque fois, c'est aussi on va dire un exercice de pouvoir personnel. Dès que les deux hommes se rencontrent, Emmanuel Macron et Donald Trump, on a soit le droit à, ah, on s'entend super bien, on se claque sur les cuisses
comme on l'a vu à Washington il n'y a pas longtemps, soit Donald Trump qui exerce des poignées de main ridiculement longues à l'adresse du président français. On sent bien que les Américains méprisent les Européens depuis longtemps et Donald Trump, peut-être en est la part la plus visible. Mais il n'y a pas que lui. J.D. Vance est dans le même état d'esprit. Pete Hegseth, le chef du Pentagone, également. Souvenez-vous des propos qui avaient fuité, des échanges qui avaient fuité sur une messagerie au moment du début des attaques américaines contre les Houthis, où on voyait une conversation entre Pete Hegseth et J.D. Vance qui disait les Européens il disait pique-pente des Européens, sous-entendu on est en train de libérer en gros la mer Rouge pour que le commerce maritime puisse reprendre son cours normal et les Européens vont en bénéficier, mais il faudrait les faire payer. Voilà, on est toujours dans la même idée trumpienne que les États-Unis sont utilisés, que la générosité américaine est utilisée par les Européens et qu'il faut aujourd'hui les mettre à la raison et leur montrer qu'ils doivent payer leur sécurité, qu'ils doivent payer les largesses des États-Unis. Et ça, je pense que c'est une situation qui va perdurer, qui pourrait mettre en péril même l'adhésion des États-Unis à l'OTAN. Donald Trump a plusieurs fois menacé de quitter l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et c'est toujours une option qui est sur la table. Pour en revenir donc à la Russie, est-ce que vous pensez que la Russie justement utilise les négociations comme une tactique pour gagner du temps, profitant des difficultés actuelles des forces ukrainiennes sur le terrain, afin de faire pression sur Kiev pour qu'ils acceptent ces conditions avant un possible effondrement militaire? Écoutez, je pense que la Russie cherche la capitulation de l'Ukraine. Ça me paraît être une évidence. Quand un adversaire est en train quand un des deux adversaires a le vent en poupe, aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de kilomètres carrés parfois par jour que la Russie conquiert. Il y a eu des avancées significatives dans l'oblast de Soumy, c'est-à-dire au nord, ce week-end. Également du côté de Vovchansk, dans l'oblast de Kharkov. Donc la Russie est en train de prendre du territoire. Pas énormément, mais elle en prend quand même de façon beaucoup plus nette qu'il y a 6 mois ou un an. Et aujourd'hui, ce tempo opérationnel, cet avantage sur le terrain, elle ne veut pas le perdre. Donc évidemment, c'est pour ça que de propositions de mémorandum comment, annonce de discussion. La Russie ne dit pas non, mais elle ne dit pas je vais vous proposer un plan de paix et la paix hein, et le cessez-le-feu interviendront à telle date. Ça, c'est une évidence. Donc, elle cherche à jouer la montre et elle est dans une situation où la vraie question, c'est qu'est-ce qui peut arrêter militairement la Russie sur le terrain? Pour le moment, on voit pas très bien parce qu'en plus, on sent que non seulement elle a des réserves humaines, il y aurait à peu près 50 000 hommes qui se seraient massés sur les fronts du Donbass. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura une grosse offensive qui est en préparation, mais également sur le domaine de la défense aérienne. La Russie, entre le 24 et le 26 mai, a balancé près de 1000 drones sur Kiev et sur les principales villes, Odessa, euh, comment enfin les principaux centres urbains, même Lviv à l'ouest a été touché, 78 missiles, bref, avec des signes d'affaiblissement de la défense antiaérienne ukrainienne. Donc pourquoi dans ces situations-là où sur le terrain et dans les airs, la Russie a l'avantage, ou dans la guerre des drones aussi, avec les drones philo-guidés, on en a déjà discuté sur ce programme, eh bien, elle a inversé la courbe qui faisait que l'Ukraine avait toujours un avantage dans le domaine des drones. Voilà, donc tous les paramètres sont au vert pour la Russie pour continuer à avancer. Dès lors, logiquement, on peut se dire pourquoi arrêterait-elle la guerre maintenant et pourquoi ferait-elle un cessez-le-feu? C'est le principal point de frustration de Donald Trump vis-à-vis de la Russie. On sent bien qu'il n'est pas prêt à changer son fusil d'épaule et à revenir du côté des Européens, même si ceux-ci le souhaitent ou font en sorte qu'on considère que Donald Trump est revenu, on va dire, dans le bon camp. Bon, en réalité, c'est pas vrai. Et ça fait partie des illusions. Ça fait partie des illusions de puissance. L'Europe n'a plus la puissance, mais il lui reste l'illusion. À quoi peut-on s'attendre pour ce second cycle de négociations à Istanbul le 2 juin prochain, sachant que le premier s'est soldé par un échec et justement, comme vous le disiez à l'instant, sur le terrain, la Russie donc n'est pas inquiétée. Est-ce qu'on peut donc s'attendre logiquement à une non-présence des Russes, encore une fois, à Istanbul?
Non, ils seront là. Ils seront là, mais ils vont. Ce qui s'était passé la dernière fois, c'est que les discussions démarraient relativement bien. Il y avait cette question des échanges de prisonniers qui a abouti. Mais surtout, au bout d'un moment, les Russes ont posé des conditions qui n'étaient pas acceptables du point de vue ukrainien. Par exemple, ils ont demandé aux Ukrainiens de quitter l'ensemble des zones administratives des oblasts de Kherson, de Zaporizhia et de Donetsk, puisque Lugansk, ils ont conquis Lugansk à peu près à 99%, mais ils ont demandé aux Ukrainiens de quitter, à l'armée ukrainienne, comme condition, de quitter les limites territoriales de ces quatre oblasts. Il faut voir que donc les Ukrainiens contrôlent environ encore un quart de l'oblast de Zaporizhia, de celui de Kherson et de celui de Donetsk. Condition inacceptable. Ça voulait dire qu'on demande aux Ukrainiens non seulement d'abandonner toute idée de reprendre les territoires conquis par les Russes depuis 2022, depuis 2014 et depuis 2022, mais qu'en plus on leur demande de céder plus de terrain. Et je pense aujourd'hui que les opérations qui ont lieu dans le nord, que je citais tout à l'heure, à Soumy et à Kharkov, sont de l'ordre peut-être aussi d'opérer à un moment dans le cadre de négociations un échange de territoires, c'est-à-dire que les Russes céderaient les territoires occupés du Nord en échange effectivement de ces limites, de la reconquête des limites géographiques des différentes régions qu'ils convoitent. Voilà. Je pense que ça, c'est une proposition, mais mis comme ça, quand les Russes disent aux Ukrainiens quitter ces régions-là et on fait le cessez-le-feu, pour les Ukrainiens, ce n'est pas acceptable. Évidemment, il y a toujours cette idée sous-jacente de la reconnaissance de la Crimée, chose sur laquelle les Américains ont montré qu'ils étaient plutôt favorables, et ça changerait effectivement la donne, puisque ce serait une reconnaissance officielle. Donc là-dessus, évidemment, pour les Ukrainiens, ça semble, en tout cas pour Zelensky, impossible, même si la réalité fait que la Crimée est russe et dans le giron des Russes depuis 2014. Voilà. Et l'autre question, c'est la question de recouvrer les limites géographiques des frontières de 1991, ce qui aussi est une chose qui est de l'ordre de l'illusion, mais à laquelle les Ukrainiens s'accrochent pour le principe. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le temps n'est pas du tout en faveur des Ukrainiens, il est en faveur des Russes. Les Russes vont tout faire pour jouer la montre, les Ukrainiens vont tout faire pour essayer d'entraîner ou de réentraîner ou de durcir la position américaine. Parce que si les Américains se durcissent, ça veut dire que c'est la garantie que les Américains continueront à piloter la guerre avec les Ukrainiens, à donner du matériel, à fournir du renseignement. Si Trump décide au contraire de se désengager et que militairement il dit c'est bon, c'est l'Europe qui prend la suite, là il est fort à craindre que l'Ukraine va beaucoup perdre, qu'elle va beaucoup perdre en territoire, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et donc tout ça, voilà, va se jouer dans les mois qui viennent. On saura si l'Ukraine n'a pas craqué sur le terrain, parce que c'est aussi quelque chose qui peut se produire, on saura un petit peu vers où vers la paix, vers où vont les négociations. Si les États-Unis se désengagent, comme vous le disiez à l'instant, est-ce qu'on peut s'attendre de la part des Européens, de la France, à un engagement peut-être militaire? C'est un petit peu ce qui se profile, mais avec tous les garde-fous qui, j'espère, vont se déclencher. C'est-à-dire qu'une guerre où l'implication d'un pays, d'abord, la Russie a signalé que la présence de troupes, que ce soit françaises, anglaises, et de l'utilisation des missiles à longue portée taurus allemands dans la profondeur contre des intérêts russes, serait considéré comme des actes de guerre nécessitant une réplique. On a entendu Medvedev, qui est toujours un porte-flingue extrême de Poutine, mais qui donne la tonalité de l'état d'esprit à Moscou, expliquer que si Donald Trump considérait que Vladimir Poutine était fou, s'il considérait qu'il jouait avec le feu, lui, la façon de jouer avec le feu et de créer une situation très très mauvaise, c'était la Troisième Guerre mondiale. Donc il a fait un tweet dans ce sens-là. Ce n'est pas la première fois que Dimitri Medvedev parle d'Armageddon et de la Troisième Guerre mondiale. C'est pas non plus la première fois que Poutine parle de la Troisième Guerre mondiale. À noter au passage que la Russie a changé sa doctrine nucléaire, considérant qu'un pays non nucléaire allié à des puissances nucléaires qui l'attaqueraient, sous-entendu l'Ukraine,
pourrait comment se voir infliger une riposte de nucléaire tactique. Donc on est là aussi dans une escalade verbale, mais une escalade dans les mots, dans les traités, enfin dans les principes comment établis par les Russes. Donc on est aussi dans un cadre où voilà, Emmanuel Macron, Olaf Scholz mettent la pression et voilà. Et si la France et l'Angleterre et l'Allemagne décident d'aller plus loin dans cette confrontation, bah, il y a toute une possibilité pour que la guerre prenne une autre dimension et que nous soyons directement visés, puisque comment riposter par exemple, un missile Taurus envoyé sur Moscou, ça peut très bien être de la part des Russes. S'attaquer à la base de Ramstein, par exemple, base américaine, une plus grosse base américaine basée en Allemagne, par exemple. Ça peut être ça. Il y a plein de cibles possibles et les Russes se font un malin plaisir de les égrener dans leurs émissions de télé où des présentateurs comme Sokolev, des gens extrêmes, parlent assez régulièrement d'aller frapper les villes européennes avec des missiles nucléaires. On va suivre donc d'un œil attentif ce second cycle de négociations à Istanbul le 2 juin prochain. En Oui, attendant, merci beaucoup Régis pour cette émission d'actualité. On se merci. retrouve une prochaine Merci fois. à vous. Et chers abonnés d'Omerta, vous pouvez donc retrouver cette émission d'actualité sur la chaîne YouTube.